Bonjour Monsieur Borst, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Comment allez-vous? Ouais, très bien, bonjour à vous. Alors, on est là aujourd'hui pour parler des fonctions exécutives. Je voulais au départ vous parler plus particulièrement de la mémoire de travail, mais voilà, je pense que vous avez raison, parler des fonctions exécutives de manière plus générale, ça sera plus judicieux. Donc, j'ai l'impression que les fonctions exécutives sont si importantes pour de nombreux aspects de la vie que voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet. Euh, je vais vous proposer une affirmation et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec celle-ci. Est-ce qu'il serait juste de dire que si on veut qu'un enfant réussisse à l'école et dans la vie, il faut qu'il développe de bonnes fonctions exécutives? Je vais vous répondre oui, que c'est assez fondamental effectivement parce que c'est des processus très transversaux à l'ensemble de nos apprentissages et qu'un certain nombre de recherches montrent qu'effectivement, elles constituent sans doute l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire, mais aussi de la réussite professionnelle, de la santé physique, de la santé mentale et voire même du bien-être. Donc, il y a un enjeu effectivement extrêmement important à essayer de développer ces fonctions exécutives. Alors, pourquoi elles sont si importantes? Tout simplement parce que c'est des fonctions de très haut niveau dans notre cerveau et que finalement, elles sont impliquées dans quasiment toutes nos activités cognitives et socio-émotionnelles, parce que ce sont les fonctions qui nous permettent de réguler l'ensemble des activités cognitives, socio-émotionnelles de notre cerveau. D'accord. Et est-ce qu'il serait juste de dire que les fonctions exécutives donc, constituent un prédicteur extrêmement important de réussite dans la vie, encore plus pertinent que l'intelligence ou d'autres facteurs comme le revenu des parents et l'éducation? Alors, on peut effectivement dire ça. Il faut peut-être prendre quand même un certain nombre de pincettes, c'est-à-dire de le dire comme ça donnerait un peu une impression d'un caractère très, d'une certaine manière, euh, euh, très prédictif, voire même au-delà du prédictif, mais comme s'il n'y avait pas de possibilité, d'une certaine manière, de jouer sur d'autres types de facteurs. Ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces études, ce qu'elles montrent, c'est que la variabilité interindividuelle, ça n'est donc pas la trajectoire d'un individu, c'est la variabilité entre les individus qui peut s'expliquer finalement, que ce soit dans le domaine de la réussite scolaire, que ce soit dans le domaine de la réussite professionnelle, peut s'expliquer par une variabilité interindividuelle au niveau des fonctions exécutives, au-delà de celle expliquée par la variabilité du quotient intellectuel. Donc, c'est bien ce qu'on explique dans ces études-là, c'est bien à quel point la variabilité interindividuelle s'explique plutôt pour un facteur par rapport à un autre. Et effectivement, dans certaines études, il faut bien dire dans certaines études, ce n'est pas le cas de toutes les études, et dans certaines études, il semble qu'effectivement, ces fonctions exécutives, mais on est même au-delà de ça, ici on est dans les capacités d'autorégulation des comportements, des émotions et des stratégies cognitives, semblent être expliquées plus de cette variabilité interindividuelle que des facteurs liés à l'environnement social de l'enfant. Mais encore une fois, c'est dans certaines études et ce n'est pas dans toutes les études. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire voilà, on entend souvent parler de trois fonctions exécutives principales. Est-ce que vous pourriez commencer par décrire ces trois fonctions exécutives? Oui, donc dans la majorité des modèles, on distingue trois fonctions exécutives. La première, alors il n'y a pas de hiérarchie entre les trois, hein. Mais la première, c'est la mémoire de travail. Donc c'est ce qu'on dit de façon un peu vulgarisée, l'atelier du cerveau, dans le sens où c'est une mémoire qu'on va engager à partir du moment où on va être dans une situation de résolution de problèmes, qu'il soit simple ou complexe, hein, d'ailleurs. On va activer des informations et on va manipuler ces informations. À partir du moment où on active des informations, on essaye de les retenir pendant un certain temps en les manipulant, on exerce sa mémoire de travail. Alors, c'est une mémoire qui est limitée dans le temps. Elle va être entre, on va dire, quelques dizaines de secondes. Elle ne peut pas s'étendre au-delà de plusieurs minutes. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et elle a une capacité limitée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme notre mémoire à long terme quasiment. Évidemment, on prend je dis ça entre guillemets, mais notre mémoire à long terme, elle a une capacité quasiment illimitée. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Notre mémoire de travail, au contraire, elle a une capacité très limitée. On parle de 7
paquets d'informations, on va dire, pour faire simple. Plus ou moins 2, puisque la distribution dans la population générale fait que ça s'échelonne entre 5 et 9. Donc ça, c'est la mémoire de travail. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'inhibition ou le contrôle inhibiteur. Donc c'est finalement l'ensemble des mécanismes qui vont nous permettre à un moment donné de résister à des automatismes, que ce soit des automatismes de pensée, des automatismes moteurs ou des automatismes émotionnels. Et puis, c'est aussi tout ce qui est impliqué dans la régulation de l'impulsivité. Donc ça, c'est notre contrôle inhibiteur. Et puis, dernière fonction exécutive qui finalement combine la mémoire de travail et l'inhibition, c'est la flexibilité. Donc, c'est cette capacité qu'on peut avoir à changer d'une activité à une autre. Alors, ça peut être au début chez l'enfant, c'est plutôt la capacité de passer d'une activité à une autre. Et puis, chez l'adulte, c'est même la capacité de jongler entre deux activités quasiment de façon simultanée. Alors, pas tout à fait de façon simultanée, mais de façon très, très rapide. Et ces 3 fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives de base et qui servent finalement de briques de base à des fonctions exécutives de plus haut niveau, comme le raisonnement, comme la planification. Ah d'accord, donc raisonnement, planification, on appelle ça des fonctions exécutives de plus haut niveau. Exactement. C'est pour ça que souvent on entend parler quand même que des 3, les 3 que vous venez de citer, mais voilà, les Oui. autres en fait sont de haut niveau. Alors, est-ce que ça change quoi en fait? Parce que moi pendant assez longtemps, j'ai fait l'erreur de croire qu'il n'y en avait que 3 et un jour j'ai découvert, raisonnement, planification et j'avais noté autre chose encore et résolution de problèmes. Donc est-ce Oui. que vous pourriez du coup nous parler un petit peu de ces autres, fonctions exécutives? Alors, les fonctions exécutives, le terme exécutif veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on prenait, c'est pour ça qu'on appelle certaines fonctions dans les entreprises des fonctions exécutives, c'est-à-dire que c'est des fonctions qui sont plus simplement opérationnelles, mais qui ont comme objectif, d'une certaine manière, de permettre de réguler d'autres fonctions de plus bas niveau. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie aussi dans ces fonctions exécutives. Vous avez des fonctions qui permettent la manipulation des informations, des fonctions qui permettent de réguler les conflits entre informations qui peuvent être activées et manipulées. Et puis, vous avez une fonction, la flexibilité, qui permet effectivement de jongler entre différents objectifs, entre différents buts à atteindre. Et puis, finalement, la résolution de problèmes, la planification et le raisonnement, elles impliquent ces différentes fonctions exécutives à différents niveaux. Mais elles sont juste plus complexes parce qu'elles engagent encore plus de fonctions cognitives et exécutives. C'est-à-dire qu'elles engagent des fonctions exécutives et des fonctions cognitives en même temps. Donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, avec une mémoire de travail faible, bah, ça va être compliqué pour la planification ou pour le raisonnement, la résolution de problèmes? Alors, c'est vrai un peu pas simplement des fonctions exécutives de très haut niveau. On sait qu'effectivement, quand on a une mémoire de travail faible, entre guillemets, encore une fois, quand elle reste en tout cas dans la distribution normale, effectivement, ça peut avoir des incidences sur ma capacité d'acquisition de nouvelles connaissances, ma capacité de résolution de problèmes, et que donc, ça pourra avoir un effet sur ces fonctions exécutives de plus haut niveau. Maintenant, c'est toujours un peu relatif parce que ce soit la planification, que ce soit le raisonnement ou que ce soit la résolution de problèmes, elle n'engage pas que la mémoire de travail. Et il y a des mécanismes de compensation qui peuvent avoir lieu entre ces 3 fonctions exécutives et puis de façon générale entre des connaissances qu'on a pu développer, des compétences qu'on a pu développer et qui rentrent aussi en jeu dans la planification, la résolution de problèmes et dans le raisonnement. D'accord. Et quelles sont les conséquences quand on est adulte si on a des fonctions exécutives faibles ou de mauvaise qualité? Enfin, je ne sais pas si faible et de mauvaise qualité, ce sont les termes exacts, mais Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a une variabilité très forte. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences exécutives. Ce qu'on voit effectivement, si on prend des très grandes bases de données, encore une fois, il faut bien comprendre que tout ce qu'on dit là entre nous, on parle au niveau de la moyenne. Nous, ce qu'on regarde, c'est la moyenne et la distribution des scores autour de la moyenne. Mais on reste effectivement sur des règles très générales. Ça ne veut pas dire qu'une personne pourrait avoir une mauvaise fonction exécutive sera forcément désavantagée dans toutes les activités de la vie quotidienne. Mais c'est vrai qu'on observe des relations, des corrélations entre la qualité des fonctions exécutives, par exemple, je dirais
l'empan de la mémoire de travail, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'on est capable d'activer et de manipuler en même temps, ses capacités d'inhibition, ses capacités de flexibilité sont très liées à un certain nombre de facteurs importants pour la vie quotidienne. Donc, ça peut être effectivement la capacité de résolution de problèmes, et on sait que cette capacité de résolution de problèmes ou ces capacités de raisonnement logique, ils vont avoir des incidences sur les choix qu'on fait, et que les choix qu'on fait, ça a un incident sur notre santé physique, sur notre santé mentale et sur notre réussite professionnelle. Donc, encore une fois, ce n'est pas, un caractère totalement direct, mais en tout cas, il y a des liens forts entre les fonctions exécutives et un certain nombre de variables liées à notre santé physique, notre santé mentale et notre réussite professionnelle. Mmh. Et quand vous parlez de recherches qui ont testé ces fonctions exécutives, est-ce que vous, enfin j'en ai une en tête, mais j'imagine qu'il y en a de nombreuses. Moi, j'avais entendu parler de l'étude du marshmallow, enfin, est-ce que vous pourriez décrire un peu cette étude pour les Oui. auditeurs? Alors, le test du marshmallow, c'est une expérience qui a été développée à la fin des années 60, au début des années 70, par un chercheur qui s'appelle Walter Mischel. Et le principe de cette tâche est relativement simple. Lui, l'objectif qu'il avait, c'était de démontrer que finalement, il était essayé de tester l'hypothèse que les enfants, même très jeunes, on parle d'enfants de 3-4 ans, ont déjà la capacité de finalement réguler leur comportement. Et pour faire ça, il a développé une tâche qui s'appelle la tâche du marshmallow, mais en psychologie, on n'a pas ça, une tâche de gratification différée. Et cette tâche, elle consiste dans la situation suivante. On propose un marshmallow à un enfant, une guimauve, et on lui dit « Tu peux manger le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. » Et puis à ce moment-là, vous sortez de la salle. Dans l'expérience originale, ils utilisaient une salle avec une glace sans teint. Maintenant, on utilise finalement une caméra qui nous permet d'enregistrer tout ce qui se passe dans la salle quand vous n'êtes pas présent. Et puis, vous allez déclencher un chronomètre au moment où vous sortez de la salle. Et puis, au moment où l'enfant va manger le marshmallow ou aller au bout du délai à partir de l'expérience qui est 10 minutes maximum. Et puis, ce qu'il observe, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que dès 3-4 ans, l'enfant, vous avez plus de 2 tiers des enfants qui ont la capacité de résister avant de manger le marshmallow. Donc ça, c'est très nouveau. Parce que dans les années 60-70, il faut bien voir qu'on est dans un concept d'un enfant qui est finalement un être très impulsif, qui n'arrive pas à réguler son impulsivité. Et ce qu'on montre dans cette expérience, c'est qu'en fait, dès 3-4 ans, il a tout à fait la capacité de se réguler dans ce type de situation, même dans des situations relativement répétitives comme celle-là. Il y a un effet évidemment développemental. Vous avez qu'un tiers des enfants de 4 ans qui va jusqu'au bout des 10 minutes pour obtenir le deuxième marshmallow. Vous en avez plus de 2 tiers à 11 ans qui sont capables d'attendre les 10 minutes pour obtenir un deuxième marshmallow. Et puis, il y a une variabilité interindividuelle extrêmement forte. C'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités de résistance dans ce contexte-là. Et ça a poussé finalement d'autres études qui ont utilisé la tâche du marshmallow ou d'autres tâches à regarder de façon longitudinale sur qu'est-ce que finalement cette variabilité interindividuelle dans la tâche du marshmallow, mais de façon plus générale, dans cette capacité à autoréguler ses comportements, à quel point ça explique, par exemple, l'engagement dans des conduites à risque à l'adolescence ou, une fois devenu adulte, à quel point c'est prédicteur de notre santé physique et de notre santé mentale. Et ce qu'ont montré ces larges études longitudinales, c'est qu'effectivement, et même presque paradoxalement, ce qu'on observe, la variabilité interindividuelle observée chez les enfants sur ce type de tâches, c'est très prédictif de la variabilité interindividuelle observée à l'âge adulte sur un certain nombre de facteurs liés à la santé physique, la santé mentale ou la réussite académique. D'accord. Et quand vous parlez des adolescents, est-ce que le fait que les adolescents prennent des risques, enfin, ou peuvent de temps en temps prendre des risques, ça vient du fait que leur fonction exécutive soit insuffisante, enfin, entre guillemets, insuffisante? Alors, ce n'est pas tout à fait qu'elles sont insuffisantes, c'est qu'en fait, ce qu'on a montré au laboratoire et dans d'autres laboratoires, c'est qu'il y a une dissociation entre ce qu'on appelle des fonctions exécutives froides et des fonctions exécutives chaudes. Les fonctions exécutives froides, c'est des fonctions exécutives qui s'opèrent dans des contextes affectivement neutres, c'est-à-dire quand on manipule des informations cognitives, c'est plutôt neutre comme contexte. Et puis, vous avez des fonctions exécutives qui opèrent plutôt dans un contexte émotionnel chargé. Ça peut être, par exemple, quand vous avez des informations dissonantes à un niveau émotionnel, par exemple, et que vous devez réguler vos stratégies, inhiber une information émotionnelle pour activer une autre information émotionnelle. Et ce qu'on observe, c'est qu'au cours du développement, ces fonctions exécutives chaudes et froides, elles ne se développent pas exactement de la même manière. D'une part, les fonctions exécutives chaudes,
elles se développent un peu plus tardivement que les fonctions exécutives dites froides. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à l'adolescence, il semble que les fonctions exécutives chaudes se développent un peu moins rapidement que les fonctions exécutives froides. Alors, c'est assez cohérent avec ce qu'on sait du développement cérébral à l'adolescence. Effectivement, à l'adolescence, on a une maturation plus rapide des systèmes émotionnels cérébraux, notamment le système limbique, qui est impliqué d'une part dans les émotions, mais aussi dans le système de la récompense, et une maturation plus lente des systèmes de régulation justement de ces réseaux émotionnels, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Et c'est cette différence de maturation cérébrale entre ces deux types de systèmes, système émotionnel et système de régulation émotionnelle, qui explique qu'à l'adolescence, on a des moins bonnes fonctions exécutives chaudes que des fonctions exécutives froides, et c'est ce qui explique aussi leur engagement dans des conduites à risque. Alors, avec un bémol, c'est quand ils s'engagent plus fortement dans des conduites exécutives, dans des conduites à risque, quand ils sont en groupe, pas quand ils sont seuls. En fait, quand ils sont seuls, si vous les testez, ils ont exactement le même type de prise de risque que, en tout cas, ça se développe de façon assez linéaire par rapport aux enfants et aux adultes. C'est réellement quand ils sont dans un contexte exécutif ou dans un contexte émotionnellement chargé, et notamment en présence de pairs, qu'ils prennent plus de risques. D'accord. Alors maintenant qu'on a parlé de l'importance des fonctions exécutives, et ma question, c'est comment les développer à l'école et à la maison? Alors, comment les développer à l'école? Il y a un peu deux stratégies différentes. Il y a une stratégie qui est de dire on va entraîner les fonctions exécutives un peu en dehors de tout contexte et on va espérer que ça se transfère. Et il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées dans ce domaine-là, notamment par deux groupes de chercheurs, Adele Diamond au Canada, qui a développé, elle, tout un programme qui s'appelle Tools of the Mind, qui est un programme qui développe les fonctions exécutives, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un programme qui a aussi une balance très socio-émotionnelle ou socio-culturelle. Il est très vygotskien comme programme. C'est-à-dire qu'il apprend les fonctions exécutives, mais qu'il apprend aussi un certain nombre de régulations sociales et d'interactions sociales. Donc, typiquement, il va utiliser les fonctions exécutives, mais dans une interaction sociale. Ça va être apprendre à utiliser des petits pictogrammes pour savoir quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'on peut parler. Donc, on apprend aussi le tour de parole. Mais apprendre à prendre son tour de parole, c'est aussi entraîner ses fonctions exécutives. Et ce que ce programme a montré, c'est qu'effectivement, d'une part, il développe les fonctions exécutives, et d'autre part, il semble que ça se transfère sur un certain nombre d'acquisitions scolaires. Donc ça c'est une première approche. Il y a un autre programme qui a été beaucoup développé, notamment sur la mémoire de travail, qui a été développé par un groupe au Karolinska Institute, qui est le groupe de Thorsten Klingberg, et qui a développé un programme qui s'appelle CogMed, qui là est vraiment de l'entraînement pur et simple de la mémoire de travail. Et les données sont, on va dire, contrastées, c'est-à-dire que dans certaines études, ils montrent des effets de transfert, puisque c'est quand même ce à quoi on va aboutir. Entraîner les fonctions exécutives pour entraîner les fonctions exécutives, c'est très intéressant, mais ce qu'on veut réellement, c'est savoir est-ce que ça se transfère soit sur des comportements des enfants dans la vie réelle, soit ça se transfère sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils culturels, comme la lecture ou les mathématiques. Pour ce qui est de CogMed, les données sont contrastées. Thorsten Klingberg, dans certaines recherches, semble suggérer qu'il peut y avoir des transferts, mais un certain nombre d'autres groupes ont des difficultés à montrer qu'il peut y avoir des transferts au-delà des fonctions exécutives. Ça, c'est une première approche. Vous avez une deuxième approche qui est utilisée dans d'autres groupes, comme dans le laboratoire que je dirige, qui est plutôt de se dire est-ce qu'on peut entraîner les fonctions exécutives dans les situations scolaires dans lesquelles on sait qu'elles sont nécessaires. Donc, typiquement, on a développé, par exemple, une intervention sur les problèmes arithmétiques à contenus verbaux ou sur la comparaison de fractions, dans lequel, typiquement, on sait qu'il y a une difficulté à résister à des automatismes. Typiquement, on peut prendre, pour que ce soit plus simple pour les auditeurs, prendre le contexte de la comparaison des nombres décimaux, 1,5 et 1,432, où les élèves vont considérer qu'1,432, c'est plus grand qu'1,5. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont développé une stratégie automatique ou une stratégie approximative dans le cadre de la comparaison des nombres entiers, où effectivement, quand il y a plus de chiffres dans un nombre, il a tendance à être plus grand.
Et si vous faites un transfert négatif vers les nombres décimaux, vous allez vous tromper de façon systématique parce que vous allez considérer que plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Sauf qu'effectivement, ça ne fonctionne pas sur les nombres décimaux. Et la stratégie qu'on a développée au laboratoire, c'est de se dire, est-ce qu'on peut utiliser une approche, alors pas purement exécutive, mais méta-exécutive, dans laquelle on fait prendre conscience à l'élève qu'il y a un piège dans cette situation-là, et que pour réussir à dépasser ces erreurs, il faut qu'il apprenne à inhiber la stratégie automatique. Et que quand on fait ça, on a l'impression, enfin, on n'a pas que l'impression, on a des données qui semblent suggérer qu'en tout cas dans le domaine soit de la résolution arithmétique à contenus verbaux, soit dans justement la comparaison de nombres rationnels, on a des progrès qui sont plus importants dans les situations que je viens de présenter quand on utilise une approche plus méta-exécutive que quand simplement on réexplique la règle à utiliser de comparaison notamment des nombres décimaux. Donc, c'est deux stratégies. Soit on entraîne les fonctions exécutives hors contexte, soit on les entraîne en contexte. Oui. Donc, quand vous dites hors contexte et en contexte, j'avais l'impression que CopMed, c'était hors contexte et Tool of the Mind, et ce que vous faites, c'est dans le contexte. C'est pas ça? Alors, pas tout à fait. Tools of the Mind, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt dans un contexte, en tout cas, c'est dans le contexte d'interaction. D'accord. Oui. CogMed, c'est vraiment, vous êtes sur une tablette et vous allez entraîner avec une difficulté croissante de ce type de jeu les fonctions exécutives. Mais ce que je disais, c'était, quand je disais contexte hors contexte, c'est effectivement, ce n'était pas forcément bien défini, c'était de dire, soit vous allez développer les fonctions exécutives dans une activité et espérer que ça se transfère à une activité scolaire, soit vous allez les entraîner ou apprendre à les mobiliser dans le contexte scolaire dans lequel vous observez des difficultés systématiques. Et donc, je disais que c'était plutôt ça le distinguo. Alors, nous, on a aussi essayé d'entraîner les fonctions exécutives dans un contexte scolaire. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on avait fait sur des problèmes, des situations scolaires spécifiques, mais on l'a aussi testé sur le fait qu'on pouvait entraîner par des jeux les fonctions exécutives. Et donc, on a notamment montré dans une recherche récente qu'on a publiée en 2021 que si vous jouez à 1, 2, 3 soleil, à ni oui ni non, à Jacadi, ça avait des effets sur la capacité de développer le contrôle inhibiteur. Ce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence, c'est le fait de développer le contrôle inhibiteur dans ce type de contexte. On n'a pas réussi à montrer que ça se transférait à mieux, par exemple, comparer des nombres décimaux. Ça, on n'arrive pas encore à le faire. D'accord. Parce que Tool of the Mind, j'avais étudié un peu le programme là aux États-Unis et en fait, j'avais compris qu'ils mettaient en place des activités donc pour entraîner les fonctions exécutives, mais que les enfants, en fait, c'était voilà, comme vous dites, 2 enfants se racontent une histoire, un peut raconter, l'autre doit se taire et les 2 petits pictogrammes, voilà, les aident à connaître leur rôle. Et il y avait aussi beaucoup de jeux. Des jeux d'imitation et ils devaient juste définir avant de jouer qui aurait quel rôle, comment le jeu allait se dérouler. Et j'avais cru comprendre que dans les résultats, les enfants qui avaient participé à des jeux éducatifs ont mieux réussi les tests sur les acquis scolaires que ceux qui n'avaient pas été dans le programme Tool of the Mind. Donc du coup, ils ont développé leur fonction exécutive dans des jeux, mais ça leur a quand même permis de mieux réussir les acquis scolaires. Oui, complètement. Dans Tools of the Mind, ce que montre Tools of the Mind, c'est quand on a une pédagogie générale centrée sur pas simplement les fonctions exécutives, on le voit bien, c'est les fonctions exécutives, mais c'est aussi l'apprentissage des interactions sociales, c'est aussi l'apprentissage par imitation, l'apprentissage à réguler son imitation, donc l'apprentissage par observation, mais savoir qui je dois observer pour apprendre. Ça, c'est finalement une façon de pouvoir entrer dans les apprentissages, et c'est de dire quelque chose d'extrêmement important dans nos systèmes éducatifs, c'est de dire nous ne sommes pas tous égaux dans l'entrée dans les apprentissages, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous les outils finalement pour se mettre en situation d'apprentissage et qu'il faut réussir d'une certaine manière à enseigner de façon très explicite ce type d'outils. Quand vous faites ça dans un programme comme Tools of the Mind, effectivement, ça a un effet, ça a une répercussion au niveau des apprentissages scolaires, parce que c'est un programme qui est implémenté de façon systématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes qu'on essaye de tester aujourd'hui. Nous, quand on a eu du mal à montrer, par exemple, que jouer à 1, 2, 3 soleil ou à ni oui ni non, ça avait des incidences au niveau des apprentissages scolaires, on l'a fait pendant 6 semaines. En plus, enfin,
l'avantage de ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait dans une soixantaine de classes et c'est les enseignants eux-mêmes qui ont mené ce type d'activité. Mais néanmoins, c'était très restreint dans le temps. C'était 6 semaines et c'était sur des jeux très spécifiques. Et que très probablement, c'est plutôt des approches comme To the Mind qu'il faut essayer d'inventer ou des pédagogies en fait réellement centrées sur les fonctions exécutives. Alors, c'est ce qu'on a fait et qu'on n'a pas encore fini de tester, mais c'est ce qu'on a fait nous ensuite sur la base de ces premiers résultats. On a développé avec des conseillers pédagogiques un livret qui s'appelle Enseigner le cerveau à résister, qui vraiment a un peu le même objectif que To the Mind, c'est-à-dire de dire, mais en fait, ça doit être quelque chose de beaucoup plus global. C'est-à-dire que dans toutes les activités d'apprentissage scolaire, il faut faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont besoin de leur fonction exécutive et ne serait-ce que pour réguler leurs interactions entre eux. Et tout à l'heure, si je dis avec mes propres mots, quand vous parliez des nombres décimaux, c'est faire comprendre à l'enfant que 4,5, bah oui, même si c'est 5, enfin, comprendre que en gros, j'essaie d'expliquer ce que j'ai dans la tête, c'est de réussir à inhiber une connaissance qui était vraiment bien installée depuis des années. C'est ça? Et d'avoir la capacité de se dire, ah non, 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 il ne faut pas que je tombe dans le piège, je prends le temps, je sais que les nombres décimaux, il y a un piège, il faut que je prenne le temps pour ne pas tomber dedans. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire, quand on est dans une situation de transmission, d'interaction de tutelle, le prof, effectivement, l'enseignant, il transmet bien des règles logiques, des stratégies exactes. Quand on apprend à un élève à comparer les nombres entiers, on leur dit, tu compares les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Mais ce que parfois on oublie, c'est que nos cerveaux passent leur temps, finalement, à essayer de trouver des stratégies approximatives qui fonctionnent très bien dans certains contextes parce qu'elles sont juste moins coûteuses pour notre système cognitif. Et typiquement, la stratégie approximative qui consiste à considérer qu'un nombre est grand quand il y a plus de chiffres dans ce nombre, ça fonctionne très très bien quand on compare des nombres entiers. Et qu'effectivement, quand on va introduire les nombres décimaux, ce que les enseignants doivent avoir en tête, c'est qu'il va falloir qu'ils travaillent avec des stratégies qui ont été renforcées dans des années antérieures de la scolarité, des stratégies approximatives, mais que ces stratégies approximatives, il faut aussi apprendre aux élèves à les déconstruire. Et c'est exactement ce que vous disiez, il faut faire prendre conscience, faire porter l'attention des élèves sur ces stratégies approximatives qui fonctionnaient bien dans un contexte, mais qui ne fonctionnent plus dans le nouveau contexte. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à leur cerveau à résister à ces automatismes qui ont été construits dans les années antérieures de la scolarité. D'accord. Et quand vous parliez d'essayer de mettre en place un programme au quotidien pour permettre aux enfants de développer les fonctions exécutives, moi, ça me fait tout de suite penser à l'éducation Montessori. Et j'aurais voulu savoir si vous avez déjà fait des recherches sur ce sujet. Et voilà, déjà cette question-là en premier. Alors, notre laboratoire, non, on n'a pas fait de recherche à ce sujet, mais j'étais encore hier, j'avais une visioconférence avec Angeline Lillard, qui justement a beaucoup, voilà, exactement, qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation des pédagogies Montessori, avec toutes les difficultés que ça porte, parce que vous savez notamment qu'un certain nombre d'écoles Montessori sont des écoles privées, et quand on compare l'enseignement Montessori dans le privé par rapport à des enseignements publics, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer les différences qu'on peut observer dans la pédagogie Montessori. Mais c'est vrai que quand on regarde les activités proposées dans Montessori, quand on regarde même les textes de Maria Montessori, on est au cœur de l'apprentissage finalement des fonctions exécutives. On voit bien qu'un certain nombre d'activités, c'est apprentissage d'autorégulation de ses comportements. Un certain nombre d'activités, c'est apprentissage de contrôle de l'attention. Et tout ça, on sait que c'est des facteurs extrêmement importants dans les apprentissages ultérieurs. Et ce qu'a fait Angelina Lillard, c'est précisément qu'elle a démontré dans un certain nombre de papiers scientifiques, en comparant réellement pré-thèse, post-thèse, groupe expérimental Montessori, groupe appareillé d'élèves du même statut socio-économique dans des structures hors Montessori, qu'effectivement, la pédagogie Montessori, ça permettait aussi de développer un certain nombre de processus, dont les fonctions exécutives. D'accord, donc ce n'est pas une étude que vous avez faite, mais vous vous y intéressez quand même si vous êtes en contact avec Angeline Stoll-Lillard. Oui, complètement. Non, mais c'est une évidence qu'il y a dans Montessori un certain nombre d'activités dont on voit bien, en tout cas, qu'elles requièrent et qu'elles mobilisent les fonctions exécutives.
Mm. et c'est bien tout ça l'enjeu, puisque ce qu'on dit au laboratoire et d'autres laboratoires, c'est que comme ces fonctions exécutives qui sont très prédictrices finalement de nos acquisitions scolaires futures, peut-être que c'est celle-là qu'il faut développer, notamment à la maternelle. Mmh. Et pour vous, alors, c'est sûr qu'entre le privé, enfin, privé sous contrat et public et le privé hors contrat, il y a des différences forcément, puisque déjà les parents, payent, souvent cher une scolarité, donc c'est peut-être Mmh. pas le même milieu socio-culturel. Mais est-ce que pour vous, on va arriver dans les années à venir à dépasser à dépasser ça, privé-public et à mettre en place cette pédagogie, dans les écoles, publiques et sous contrat, dans les écoles nos écoles à nous? Ordinaire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics et notamment du ministère de l'Éducation nationale sur cette question-là. C'est-à-dire, je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai tiraillement du côté Mmh. du ministère entre se dire est-ce que la maternelle doit être finalement un moment de préscolarisation et finalement de préparation de l'entrée au CP, avec deux façons de voir les choses ensuite. Une façon qui est de dire il faut insister sur les fondamentaux. Donc, on va très tôt introduire la reconnaissance des lettres, la reconnaissance des sons de la langue. On va très vite introduire les mathématiques, même intuitives, parce que ensuite, c'est ce dans quoi vont s'engager les enfants dans leurs apprentissages scolaires fondamentaux. Ou alors, on va faire finalement du Montessori ou dit autrement, se dire qu'en fait, ou du tout double mind, c'est-à-dire de dire ce qu'il faut transmettre avant même l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux, c'est un ensemble d'outils finalement pour acquérir ces outils culturels, c'est-à-dire de processus exécutifs, de capacité de régulation de son temps de parole, capacité à s'engager dans des apprentissages, et que ça finalement, on peut le retrouver chez Montessori et d'autres finalement aussi pédagogies alternatives. C'est-à-dire qu'on voit bien là les pédagogies nouvelles, elles ont ça en commun, c'est-à-dire finalement de mettre la focale sur les processus très transversaux impliqués dans tous les apprentissages. Et je crois fondamentalement, et au laboratoire, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut que la maternelle reste à un moment où on développe l'ensemble de ces fonctions de haut niveau, mais par des activités qui restent des activités ludiques. On voit très bien que par le jeu, on peut tout à fait développer ces fonctions exécutives. On voit aussi qu'effectivement, on peut, en utilisant un enseignement explicite, réussir à développer l'ensemble des processus transversaux dont on aura besoin ensuite pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui. Et donc tout l'enjeu, je dirais, un peu du combat pédagogique qui va se mener dans les années à venir, c'est de dire non, la maternelle, ça doit rester un moment où justement, par le jeu, par des activités qui ne sont pas encore des activités scolaires, on va s'assurer que tous les enfants soient égaux au moment où ils vont rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Parce qu'on sait que les inégalités éducatives, elles se construisent à ce moment-là. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on venait d'un milieu favorisé, ces processus transversaux impliqués dans les apprentissages, ce positionnement, cette entrée dans les apprentissages, vous l'avez déjà un peu, je dirais, acquis par l'environnement. Ouais. Et vous parlez du jeu, mais il y a aussi la musique, l'art, le sport? Tout à fait. On sait par exemple, les travaux Diamond montrent, et une de ces dernières recherches et méta-analyses montrait que ce qui développait le plus les fonctions exécutives, c'est très probablement le sport et en particulier les arts martiaux, parce qu'elles nécessitent finalement un contrôle extrêmement important de ces comportements et que ça, c'est très probablement un vecteur de développement des fonctions exécutives. On sait effectivement que l'art peut développer ses fonctions exécutives, la musique notamment peut être aussi une entrée sur les apprentissages, c'est aussi une façon d'apprendre un autre langage, la musique c'est un langage particulier, et puis c'est aussi une façon de s'engager dans des apprentissages ludiques. Encore une fois, ce qu'on perd parfois un peu trop rapidement dans notre système éducatif, c'est le plaisir d'apprendre. Et quand on fait de l'art, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, finalement, on apprend en ayant un plaisir associé. Et si on arrive à maintenir le plaisir associé, et d'ailleurs on le voit bien, je veux dire, quand on rentre dans les apprentissages de la lecture, généralement les enfants qui apprennent le mieux à lire, c'est aussi des enfants pour lesquels on continue à lire des livres.
C'est-à-dire qu'à un moment, souvent, une erreur qu'on peut faire en tant que parent, c'est qu'à partir du moment où l'enfant sait lire seul, on arrête de lui lire des histoires. Au contraire, il faut continuer à lui lire des histoires parce que quel meilleur moyen il y a à ce qu'il soit motivé à apprendre par lui-même s'il continue à avoir le plaisir lié à la lecture, qui est aussi le plaisir qu'on nous raconte à nous des histoires. Mmh. Moi, mon cheval de bataille, c'est que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, hein, d'où le titre du podcast, et que qu'il y ait de plus en plus d'environnements préparés où l'enfant justement peut développer son plein potentiel, développer ses fonctions exécutives et tout ça. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler des travaux de Maria Montessori. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a tout un chapitre dans le livre d'Angeline Stoll-Lillard sur les fonctions exécutives. Donc je mettrai le titre du livre dans les notes de l'épisode, mais voilà, ce chapitre est passionnant. Et la conclusion, c'est Maria Montessori était à l'avant-garde de la science moderne en décelant l'importance de la concentration profonde et du développement des fonctions exécutives. Et complètement, je veux dire, ce que disait Maria Montessori, c'est qu'il faut faire une éducation à l'attention. Ouais. C'est effectivement extrêmement, à l'époque de dire ça, c'était extrêmement novateur. Maintenant, ça s'est imposé. C'est-à-dire qu'on voit bien que les capacités attentionnelles sont extrêmement importantes et les capacités de concentration sont extrêmement importantes pour les apprentissages, au même titre que les fonctions exécutives. Et tout l'enjeu, c'est de savoir effectivement comment on peut les développer toutes. Et je dirais que le caractère, je dirais, positif de tout ça, c'est que l'ensemble de ces fonctions, on peut les éduquer, on peut les développer en passant par des activités extrêmement ludiques et par les activités artistiques. Tout l'enjeu peut-être, et je pense que c'est parfois un peu le chaînon manquant d'une partie des interventions qu'on a pu faire d'ailleurs au laboratoire, c'est qu'on a oublié d'expliciter derrière. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut développer les fonctions exécutives en jouant, bien sûr qu'on peut développer les fonctions, les processus attentionnels en ayant des activités type arts martiaux ou autres. Mais l'enjeu à un moment, c'est de faire prendre conscience à l'enfant que tout ce qu'il fait là, tous les processus qu'il développe en faisant des activités artistiques, des activités sportives et ou des activités musicales, c'est important pour ses apprentissages scolaires fondamentaux. Et si on arrive à faire le lien entre les deux, là, je pense qu'on rentre dans une pédagogie explicite. Et à ce moment-là, effectivement, on a des leviers extrêmement puissants pour les apprentissages scolaires futurs de l'enfant. Et la plupart des classes actuellement, elles sont organisées de telle manière que ces capacités sont rarement sollicitées chez les enfants. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont jamais entendu parler des fonctions exécutives. Donc, s'ils ne connaissent pas, forcément, ils ne peuvent pas aider leurs élèves à les améliorer. Donc, comment on peut sensibiliser les enseignants et leur faire prendre conscience de l'importance des fonctions exécutives? Alors, je vais vous dire ce que nous, on essaye de faire. C'est peut-être pas forcément, il y a peut-être d'autres leviers pour le faire. Il faut dire d'une part qu'il y a besoin de repenser un peu la formation initiale des enseignants. Je pense que là-dessus, globalement, il y a un consensus. Il y a une nécessité, effectivement, qu'ils en connaissent un peu plus sur les processus cognitifs et socio-émotionnels impliqués dans les apprentissages de l'enfant, qu'ils aient beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'agir au niveau de la formation continue. Alors, on le fait en intervenant, par exemple, au laboratoire dans les plans académiques de formation. On le fait aussi en ayant créé un DU qui s'appelle le DU Neuroéducation, qui justement vise à faire prendre conscience aux enseignants, mais aussi à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, parce que c'est important. Un enseignant, c'est aussi un enseignant dans une équipe pédagogique. Donc, il faut que le directeur de l'école ou le proviseur soit aussi convaincu que les fonctions exécutives, c'est extrêmement important pour les apprentissages, parce que c'est comme ça qu'on a des vrais leviers. Puis, ça veut dire aussi jouer au niveau des corps d'inspection, parce que si les inspecteurs ne sont pas convaincus de ça, finalement, on n'aura pas forcément de caractère transformant dans le système. La deuxième chose, c'est de montrer dans des situations d'apprentissage le rôle des fonctions exécutives. Je crois que c'était aussi un des paris du laboratoire, c'était de dire on va travailler sur les fonctions exécutives dans des situations scolaires que les enseignants connaissent bien. C'est pour ça que je vous ai parlé de la comparaison des nombres décimaux. On a effectivement fait ce travail d'aller dans les classes, de travailler avec des enseignants pour identifier des situations scolaires dans lesquelles on a ensuite fait de la recherche fondamentale pour démontrer le rôle des fonctions exécutives. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple pour finalement convaincre les professeurs du rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et puis la dernière chose, et ça c'est le dernier pari qu'on a fait au laboratoire, c'était de se dire, mais finalement, les enseignants, ils doivent être aussi des acteurs de cette nouvelle recherche sur les processus transversaux impliqués dans les apprentissages, et donc il faut qu'ils deviennent des expérimentateurs dans leur classe. Et on a essayé modestement de faire ça avec la plateforme Léa.fr portée par Nathan, dans laquelle
on fait de la recherche collaborative et participative, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux enseignants, on va venir dans votre classe pour faire collecter des données, on leur dit, essayons de co-construire une expérience ensemble pour essayer de mettre en évidence. Alors, quand on travaille avec un laboratoire comme celui que je dirige, c'est sur les fonctions exécutives et plus spécifiquement sur les fonctions de contrôle inhibiteur, mais avec d'autres laboratoires, ça peut être sur d'autres fonctions exécutives. Et on leur dit, on va essayer d'utiliser une méthode expérimentale, un pré-test, un post-test, un groupe expérimental, un groupe contrôle, et on va regarder dans lequel des deux groupes on a plus développé les fonctions exécutives en fonction du type d'activité qu'on a proposé aux enfants. Et quand vous faites ça, quand vous co-construisez l'ensemble de l'expérience avec les professeurs, c'est extrêmement transformant pour eux, parce que d'une part, ils prennent conscience justement que ces processus sont importants pour les apprentissages, et deuxième chose, ça leur donne une grille de lecture aussi sur finalement cette science en train de se faire. Donc, ils s'acculturent finalement à ce nouveau champ disciplinaire qui est en train d'émerger, et ça permet de créer un dialogue fructueux entre des chercheurs dans les laboratoires et puis des enseignants sur le terrain. Et finalement, c'est aussi ça l'enjeu de ces nouvelles recherches, c'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes qui parfois n'ont pas forcément le bon vocabulaire pour communiquer les uns avec les autres. Et quelle meilleure finalement façon que de développer le même vocabulaire ou les mêmes concepts que de travailler ensemble. Donc c'est un peu ça le pari qu'on a fait. Ouais, c'est super. Et donc votre travail, c'est de créer des ponts entre la recherche et l'école. Exactement. L'idée, c'est de créer, d'ailleurs, il y a un axe, tous les 5 ans, les laboratoires proposent un projet de recherche. Et il y a un des axes de notre projet de recherche qui s'appelle du laboratoire à la classe et de la classe au laboratoire. Et on est absolument persuadé que c'est un dialogue qui doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, quand on est un chercheur dans un laboratoire, parfois on oublie un peu la réalité d'une classe parce qu'on n'y est pas tous les jours. Et donc on a besoin finalement de cette expertise des enseignants, cette expertise de la pédagogie, mais aussi cette expertise de l'observation des comportements des élèves en classe pour pouvoir faire de la recherche fondamentale qui a du sens pour les enseignants. Et donc, finalement, tout l'enjeu, c'est de créer ces ponts en faisant dialoguer ces deux communautés et en les faisant travailler ensemble sur des objets de recherche communs. C'est vrai que j'ai démarré le podcast sans vous demander de vous présenter, comme si tout le monde vous connaissait, mais peut-être que ça serait bien que vous disiez quelques mots sur votre travail, voilà, sur vos fonctions. Oui, bien sûr. Donc, je suis Grégoire Mort, je suis professeur de psychologie de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de psychologie de développement et d'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire de l'Université de Paris et du CNRS, qui réunit une quinzaine d'enseignants-chercheurs qui avaient été dirigés jusque-là par Olivier Houdet, et qui a la particularité de réunir des enseignants-chercheurs et des chercheurs du CNRS qui s'intéressent finalement aux fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux, mais aussi dans la prise de décision, dans le raisonnement, dans la créativité et l'innovation. Et donc, la particularité de ce laboratoire, c'est d'avoir un objet commun qui sont les fonctions exécutives, et ensuite de regarder finalement comment ces fonctions exécutives, quel rôle elles jouent dans des apprentissages comme la lecture, dans l'acquisition du langage, dans les mathématiques, et puis dans des fonctions de plus haut niveau. On a tout un champ de recherche aujourd'hui, par exemple, autour de comment enseigner aux adolescents à discerner les vraies des fausses informations. On sait que c'est probablement un des grands enjeux de l'éducation du 21e siècle, c'est d'abord d'armer les jeunes générations avec une pensée critique qui leur permette de faire le tri entre les informations. Et donc, ce laboratoire, il a cette spécificité-là, de faire de la recherche fondamentale, mais de faire une recherche translationnelle vers l'école et vers la pédagogie. Super. J'aurais une dernière question sur les fonctions exécutives. Est-ce qu'il y a une expérience qui semble être préjudiciable à l'amélioration des fonctions exécutives? J'en ai une en tête, mais je voudrais voir si c'est à ça que vous pensez. Une expérience qui a un effet délétère sur les fonctions exécutives? Oui. Non, je n'ai pas en tête. Je pensais aux écrans, enfin à la télévision. À la télévision. Alors, vous ouvrez un… Alors, d'une part, ce n'est pas une expérience, c'est un environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un tout petit peu complexe, cette question des écrans, parce que, effectivement, on peut mettre en évidence des effets délétères, mais on peut aussi mettre en évidence des effets positifs sur certaines fonctions exécutives. Et que ce n'est pas tant l'écran qui est problématique, c'est le type de contenu auquel on est exposé. Donc, c'est évidemment toujours un peu plus complexe. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se poser la question des contenus et pas forcément tant de l'écran. Il y a évidemment une question d'exposition globale, c'est-à-dire que si on a des enfants qui passent plus
d'un temps certain devant les écrans, ça peut poser un certain nombre de questionnements, mais c'est plutôt en termes de variabilité des contextes dans lesquels ils sont engagés qu'il faut réfléchir plutôt que de diaboliser les écrans en disant la télévision, par exemple, c'est très mauvais. Il y a une étude qui vient de sortir en 2021 qui est extrêmement intéressante, qui montre que la grande étude qui a été faite notamment sur les troubles de l'attention et la télévision, elle est très probablement elle est biaisée et qu'en fait, on ne peut pas mettre en évidence de relation causale entre l'exposition à la télévision et les biais attentionnels. Donc, c'est juste un tout petit peu complexe et qu'on a des données qui ne sont pas totalement consolidées dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être… Je ne fais pas du prosélytisme pour les écrans du tout. Hein. Je dis simplement que ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait le dire dans un sens ou dans l'autre. Je ne pense pas que c'est fondamentalement bénéfique au développement de l'enfant. Je pense simplement que quand on parle des effets délétères, c'est très souvent associé à des contenus plus qu'à des écrans particuliers. Oui, justement, si je vous ai posé la question, c'est parce qu'Angeline Stolliland comparait deux dessins animés, donc Bob l'éponge, donc qui n'existe pas. Enfin voilà, on peut pas, une éponge qui vit sous la mer et qui conduit une voiture, je crois, ça, et des personnages qui passent à travers les murs. Enfin voilà, c'est pas la réalité. Un autre dessin animé, Caillou, beaucoup plus ancré dans le réel, avec des images qui s'enchaînaient moins rapidement. Et donc voilà, elle comparait ces deux dessins animés. Donc ça rejoint ce que vous dites sur le contenu. Oui. Alors, je ne connais pas cette étude-là spécifiquement sur les fonctions exécutives. Ce que je sais, c'est qu'il y a une étude qui montre que on a souvent lié exposition à la télévision et acquisition du vocabulaire avec l'idée que l'exposition à la télévision serait délétère pour le développement du vocabulaire. Et il y a effectivement certaines études qui montrent que l'exposition, par exemple, aux Teletubbies a des effets négatifs sur le développement du vocabulaire par rapport à des enfants qui ne regardent pas la télévision entre 6 et 30 mois, alors que des programmes comme Dora l'exploratrice, ça a plutôt un effet positif sur le développement du vocabulaire. Donc, on voit bien que c'est très contenu dépendant. Ça veut, encore une fois, je vais reprendre ça en vous disant que ça serait encore mieux de leur lire des livres. Mais c'est simplement pour dire que ça dépend toujours du contenu. Oui, voilà. D'accord. Bon, bah, c'était vraiment très enrichissant cet échange et on va terminer, si vous êtes d'accord, avec les 3 questions habituelles. Donc, est-ce que Oui. vous avez un livre à partager avec les auditeurs? Alors, un livre à partager avec les auditeurs, je vais faire de la pub pour un livre qu'on a publié avec Olivier Houdet parce que je pense qu'il est, je dis parce que ça me permettra de faire une incise. C'est Explore ton cerveau chez Kididoc parce que c'est le premier livre, en tout cas en français que je connaisse, qui parle du cerveau pour les enfants de 5 ans et que c'est vrai que c'est un vrai enjeu de parler du cerveau aux enfants. Il faut leur parler de leur fonction exécutive, mais il faut aussi leur parler de leur cerveau parce que, notamment tous les travaux autour du growth mindset qui ont été développés par Carol Dweck montrent que quand on arrive finalement à expliquer à un enfant que quand il s'engage dans des apprentissages, quels qu'ils soient, hein, ça peut être des apprentissages moteurs, ça peut être des apprentissages artistiques, des apprentissages musicaux, il va transformer son cerveau suite à ces apprentissages. Ça développe chez lui des conceptions implicite, moins fixiste de l'intelligence et des conceptions plus malléables de l'intelligence. Et ça, on sait que c'est des vrais leviers pour les apprentissages de l'enfant. Et donc, je crois qu'on a un angle mort dans notre système éducatif, c'est qu'on parle beaucoup trop tard du cerveau aux enfants, alors même que c'est ce qu'ils utilisent tous les jours dans leurs apprentissages à l'école. Alors, évidemment, leur corps dans leur cerveau, enfin, leur cerveau dans leur corps, mais que quand même, ce qui est le fondement même de nos apprentissages scolaires, c'est notre cerveau. Donc, c'est bien d'en parler. Oui. Et est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager? Une citation. Une citation, j'aime beaucoup cette citation de Jean Piaget qui dit que, même si je ne suis pas forcément totalement d'accord avec sa conception par grand stade du développement cognitif, mais il dit que finalement, le développement de l'intelligence, c'est d'arriver à comprendre qu'à un moment donné, le possible n'est pas simplement un cas du réel, mais c'est le réel qui devient un cas des possibles. Et je pense que c'est vrai que c'est un vrai enjeu dans notre système éducatif, c'est d'arriver finalement à comprendre que à un moment donné de notre développement, que le réel est un cas du possible. Et quand on comprend que le réel est un cas du possible, finalement, ça ouvre toutes les possibilités. Donc, c'est assez transformant pour nos sociétés et pour notre système éducatif. D'accord. Et on va terminer soit par un coup de cœur, soit par un coup de gueule. À vous de choisir.
Ça sera sur un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui est de dire que notre système éducatif français reste un des systèmes les plus inégalitaires des pays de l'OCDE et que ce n'est pas acceptable qu'il y ait autant d'inégalités éducatives dans notre système éducatif, que ces inégalités éducatives, elles s'expriment dès l'entrée au CP, ça veut dire même avant l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux, et que ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu à penser collectivement qu'est-ce qu'on fait pour la maternelle, comment on peut penser une coéducation dans laquelle on implique aussi les parents, parce qu'il y a évidemment une nécessité d'impliquer les parents dans une transmission de tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de tous ces outils qui nous permettent de rentrer, ces outils de la pensée, qui nous permettent de rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et que ça n'est qu'au prix finalement d'une révolution de notre école maternelle, en se basant sur l'existant. Il y a plein de choses fabuleuses qui sont faites dans les écoles maternelles, mais avec l'idée effectivement de se dire comment on fait pour que tous les enfants, au moment où ils rentrent en CP, soient armés finalement intellectuellement avec les mêmes outils pour rentrer dans l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Et que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à diminuer les inégalités éducatives dans notre système éducatif. Eh ben, un immense merci pour cet échange passionnant. Merci à vous.